À la une ce soir, les dangers des perturbateurs endocriniens, ces molécules nocives présentes dans notre environnement. L'AMSES a tenu ce samedi une journée de sensibilisation sur les risques pour les fœtus et les femmes enceintes. Nous irons-nous vers un nouveau conflit au parc naturel de Martinique? Deux syndicats ont donné une conférence de presse ce matin pour dénoncer le non-respect du protocole d'accord de fin de conflit, signé après une grève historique qui avait paralysé la structure pendant 6 semaines, fin 2017. Bellefontaine mise sur la proximité pour attirer des visiteurs chaque samedi et ce jusqu'au 31 mars. Le coup de Seine, cette technique de pêche traditionnelle, sera présentée aux touristes, une façon de s'immerger dans les traditions martiniquaises. Et puis la Martinique en tête du classement des médailles à l'occasion de l'Open de Caraïbes de karaté, notamment en kata. Plus d'images et de résultats en fin de votre édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il existerait plus de 800 perturbateurs endocriniens dans notre environnement quotidien, résidus de pesticides présents dans les aliments ou encore dans les emballages. Ils constituent un danger pour notre santé. Ils perturbent le fonctionnement des hormones. L'Association médicale de sauvegarde de l'environnement de la santé en Martinique a tenu une journée de sensibilisation ce matin. Le reportage de Louis Savas. Parmi les professionnels de santé, représentants d'associations et le grand public, Hélène. Cette maman se sent concernée par les perturbateurs endocriniens environnementaux et par leurs effets sur ses enfants. Il s'agit de favoriser un bon développement des enfants, vu tout ce qu'il y a comme pesticides, avec tous les problèmes maintenant qu'on sait du chlordécone, de ce qu'on a vécu auparavant, donc les protéger. Insecticides, plastiques, emballages et même dans l'alimentation. C'est qu'ils sont partout, ces perturbateurs endocriniens. Une pollution continuelle qui perturbe le fonctionnement de nos hormones, une exposition qui commence très tôt à travers le placenta maternel, non sans conséquences parfois sur plusieurs générations. Ça peut être des troubles de la reproduction comme la stérilité. Vous entendez parler d'hyperactivité et de troubles de l'attention, c'est le jeune enfant, surtout le garçon. L'autisme éventuellement. Vous avez le diabète et l'obésité qui sont concernés. Et certains cancers, comme le cancer de la prostate, qu'on connaît bien aux Antilles, l'exposition du fœtus dans le ventre de sa mère à ces perturbateurs peut entraîner une espèce d'empreinte, de marque sur le gène du fœtus qui vont contribuer à certaines pathologies à l'âge adulte. Et ces marques peuvent effectivement se transmettre sur plusieurs générations. Heureusement, les effets néfastes des perturbateurs endocriniens sur les gènes des enfants ne sont pas toujours définitifs. Il suffirait dans certains cas d'en réduire l'exposition, à condition d'un diagnostic précoce auprès des populations les plus exposées, un travail qui a débuté en Italie. En Italie, le ministère de la Santé a financé cette année une grande étude sur les placentas dans certaines villes qui sont très polluées, puisque nous, on espère comme ça de pouvoir voir quels sont les polluants majeurs, de pouvoir faire un diagnostic précoce chez les enfants qui sont les plus exposés, de pouvoir les suivre et de pouvoir les soigner mieux d'une façon, disons, du moment où on a les marqueurs et on reconnaît les enfants qui ont été exposés. Donc, on peut bien espérer, et je crois qu'à la Martinique, il faudrait faire la même chose. Pour l'heure, aucune étude ni dispositif du genre n'est déployé dans l'île. Mais ce type de rencontre, initié par l'AMSES Martinique, et le travail des élus auprès de l'État sur les conséquences du chlordécone sur la population, pourrait bien être le début d'une démarche sanitaire destinée à lutter localement contre les perturbateurs endocriniens. De nouvelles tensions sociales au sein du parc naturel de Martinique. Les représentants de la CDMT et de la CGTM considèrent que le protocole de fin de conflit signé le 27 décembre dernier n'est pas respecté par le président Louis Boutrin. Des syndicalistes visiblement très énervés. Regardez. La question que nous voulons poser, c'est est-ce que pas ni pour monde alentour M. Boutrin ou en les M. Boutrin pour bailler un conseil, pour définir ça, pour dire que l'un conflit durait plus que 2 mois et demi, eh bien, il y en a pour que non seulement il signe un accord l'a signé, mais que pour accord appliqué. Monsieur Boutrin menace la tranquillité publique. Il menace de faire l'opinion publique être à nouveau mobilisée sur cette affaire. En tout cas, la CDMT, la CGTM qui sont dans le conflit ne vont pas lâcher. Nous allons continuer à sensibiliser et nous appelons l'opinion et nous appelons les gens autour et au-dessus de M. Boutrin à lui dire d'arrêter. Ça suffit.
Il est temps maintenant qu'on puisse travailler au parc naturel régional sans pression, sans souffrance au travail, sans répression. C'est la moindre des choses. Nous allons demander à la directe de se pencher sur le problème. Nous allons dire à la RACT, évidemment, que donne les contacts avec M. Boutrin. Nous allons dire à M. le préfet qui n'avait pas hésité à envoyer les forces de l'ordre contre les grévistes, qu'est-ce qu'il pense de cette affaire. Un accord signé et non appliqué. Et nous allons demander surtout à l'opinion publique d'intervenir dans ce dossier. On poursuit avec l'intervention de Francis Carole, le conseiller territorial de la CTM, délégué aux affaires sociales, s'exprime suite aux accusations au sujet de l'assise. Un document diffusé sur les réseaux sociaux attribue les difficultés rencontrées par la structure sociale au manque de soutien de la part de la CTM. Francis Carole s'en défend, on l'écoute. Il y a un premier mensonge qui serait que la CTM ne donnerait pas de l'argent à l'assise. Je rappelle qu'entre 2016, moment où nous sommes arrivés, et 2018, nous avons versé à l'assise 930 000 €. C'est-à-dire ce qui est le double de ce que l'assise a reçu de l'ex-conseil général et de l'ex-conseil régional en 2011, en 2012, en 2013 et en 2014. Donc c'est considérable. La seconde chose qu'il convient de dire, c'est que les factures que nous sommes en train de payer, ce sont des factures qui datent des années précédant l'arrivée de la CTM, c'est-à-dire des factures de 2015, on peut comprendre d'une année à l'autre, mais aussi des factures de 2014, voire de 2013. Nous avons trouvé une facture qui datait de 2013, de mars 2013, et qui n'avait pas été soldée au 31 décembre 2012, soit 2 ans et 8 mois après. Ensuite, pour que nous puissions solder les subventions, il faut absolument qu'on nous donne des pièces justificatives. Et ce n'est pas toujours fait. La collectivité ne peut pas donner de l'argent quand les pièces justificatives ne sont pas présentées, ne sont pas conformes à ce que nous espérons. D'autre part, concernant les 500 000 € dont l'assise dit que c'est une obligation, ce n'est pas une obligation de la collectivité. C'est une demande de l'assise. Alors tout ce qui est déjà notifié, nous allons faire le nécessaire pour les payer contre, évidemment, les pièces justificatives. Mais ce qui est demandé par l'assise n'est pas dû parce que nous n'avons pas avec l'assise de contrat pluriannuel. Direction la porte de Versailles à Paris où le salon de l'agriculture a ouvert ses portes au public ce samedi. Le pavillon dédié aux produits de l'outre-mer est, comme chaque année, très coloré. Les représentants ultramarins s'attendent à la visite de personnalités politiques de premier rang. Le reportage de notre correspondante Solène Boissé. Peu importe que le président vienne ou non, les exposants antillais ne semblent pas lui en tenir vigueur. Même si la déception se fait sentir du côté des agriculteurs, tous préfèrent se concentrer sur le véritable enjeu, satisfaire les clients fidèles et en trouver des nouveaux. Moi, quand je me déplace à 8000 km, c'est pas pour voir M. Macron, je viens pour voir les amoureux de Biel. Des gens qui aiment notre homme et qui nous attendent chaque année. C'est dommage, mais c'est lui qui est perdant en fait, s'il ne passe pas nous voir. Donc nous, on sait déjà ce qu'il y a, la richesse en fait qu'il y a dans les Outre-mer. Si lui ne prend pas le temps de venir nous voir, c'est tant pis pour lui, hein, j'ai envie de dire. Hein. Tant pis pour Emmanuel Macron, mais tant mieux pour les nombreux amateurs venus retrouver leurs produits fétiches. Rémia s'est installée en Hexagone depuis seulement 6 mois. Je voudrais prendre 4 ou 5 piments, s'il vous plaît. Alors elle est venue se réapprovisionner sur ce stand guadeloupéen. Ah, ça me ressource de voir tout ça, le rhum, le piment, les légumes et les fruits pays. Franchement, ça fait plaisir. Pour d'autres, c'est une véritable immersion dans l'inconnu. Michael vient pour la première fois sur le salon et c'est ce stand guyanais qui a éveillé sa curiosité. Comment a été découvert ce piment, j'ai envie de... Ça a toujours été en Guyane? Oui, le piment végétarien, c'est vraiment connu chez nous. Surprenant et très agréable en bouche. Le stand est une découverte. J'ai des connaissances qui viennent de Guyane, mais je n'ai jamais personnellement goûté aux produits. C'est l'occasion de venir découvrir les produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au quotidien. 650 000 visiteurs sont attendus sur le salon pour cette édition 2018. Une forte fréquentation qui devrait pouvoir profiter au stand de la banane de Guadeloupe et de Martinique, hautement impacté par les récents épisodes climatiques. La filiale espère que ce grand rendez-vous lui permettra de prouver qu'elle est déjà prête à se relever. Retour en Martinique, l'esclavage et l'Église, objet d'une conférence organisée par le diocèse à l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition. Des historiens, des prêtres et autres intervenants ont pu faire quelques explications sur ces troubles pages de l'histoire. Écoutez ces réactions recueillies par Guy Raphaël René.
Le Code noir n'a pas été écrit par l'Église, hein. Le Code noir a été écrit par le pouvoir politique. L'esclavage, c'est un acte politique. Voilà, une décision politique prise par des chefs d'État, donc et qui défendent leurs intérêts économiques. En disant cela, c'est pas l'évangélisation qu'ils cherchaient, c'était comment asservir les personnes, comment faire que l'esclave reste docile. À l'époque, l'Église, pour ce qui nous concerne, la France, l'Église catholique, c'est une religion d'État. Et le pouvoir, malheureusement, a instrumentalisé la religion pour pouvoir arriver à ses fins. Mais il y a eu des personnes, des chrétiens qui ont résisté à cela. Souvent, ils ont été, comme en Haïti, tués. Souvent, ils ont été expulsés. Et le frère Gilles Laroque, qui était là, nous dit que sur 26 paroisses du nord d'Haïti, 13 prêtres capucins se sont opposés à l'esclavage. Et 3 ont été exécutés. C'est une excellente initiative que l'Église catholique plus particulièrement se penche aujourd'hui sur cette problématique des réparations. Bon, ceci dit, rien n'est gagné, mais c'est une démarche qu'il faudrait saluer. Ce qui doit être discuté aujourd'hui, selon moi, selon le MIR, Mouvement international pour les réparations, quelle forme de réparation peut-on trouver ensemble? Reconnaître que la question des réparations est incontournable pour arriver à la réconciliation, pour arriver à la paix, et ne pas dire qu'il faut, selon ce que je tends pour l'instant de l'Église catholique, une réconciliation réparatrice. Je dirais même l'inverse, il faut une réparation réconciliatrice, parce que la réparation doit venir avant la réconciliation. Restez avec nous à suivre dans votre journal le JT des communes du samedi. Ce soir, direction le Robert, à la découverte d'une école tournée vers l'écologie. Et puis, il sera question d'histoire avec une visite de l'église du Robert qui a résisté à un incendie au début des années 90. Mais d'abord, Bellefontaine, ville de tourisme, ville de pêcheurs aussi, 2 atouts mis en commun lors d'une animation proposée aux visiteurs par l'Office du tourisme de la commune. La technique de la Seine est proposée en immersion tous les samedis jusqu'au 31 mars. Une découverte avec ce reportage de Guy Raphaël René. L'idée, c'est de mettre en avant tout ce qui va être patrimoine historique, culturel et donc dans une démarche écotouristique. Alors je dis bien écotouristique parce que la partie éco est très importante dans ce concept Raphaël. C'est un nouveau produit touristique de proximité que Louise Renard a conçu de toutes pièces. Aujourd'hui, 15 participants ont réservé leur place pour prendre part à un coup de Seine. Mais malheureusement, il n'a pu se faire. Les conditions n'étaient pas réunies ce matin. Ce matin, le pêcheur a fait le test du gagny et ce que le gagny a révélé, c'est qu'il y avait vraiment une forte houle et des courants aussi importants. Mais c'est surtout la houle vraiment qui ne permettait pas qu'on puisse ramener la Seine à terre. Donc la partie pratique n'a pas pu avoir lieu ce matin. Et puisque la météo ne le permettait pas, Louise a fait vivre cette tradition à ses clients à travers des explications. Techniquement parlant, une Seine. Donc, je vous donne les caractéristiques. Ça peut faire entre 600 et 1 km 200 de longueur. Un coup de Seine se fait avec 2 embarcations, 2 canots. Et malgré l'absence de visuel, certains y trouvent leur compte. Toutes les explications théoriques qui ont été données, ça a permis déjà d'approfondir la culture, de comprendre les choses. Après, c'était juste la manipulation, mais l'essentiel a été dit et retenu. Quand je viens en Martinique en vacances, c'est pour rechercher l'authenticité, la vie avec les locaux. Un petit peu déçu, mais bon, on fait avec, hein. C'est la météo qui commande. Pas déçu du tout parce que lorsque Louise, qui a mis l'action en place, nous a expliqué, je n'aurais jamais pensé qu'un coup de Seine c'est ça, parce qu'effectivement quand je le vois, on n'a pas l'impression qu'il y a toute une technique autour, alors que là je vais sortir d'ici enrichie par tout ce qu'elle nous a appris et je repasserai à Bellefontaine pour essayer ce fameux coup de Seine.
Mais le concept est encore plus large. L'éco-citoyenneté fait partie aussi des valeurs que Louise défend avec cet éco-bar qui évite de laisser traîner les gobelets. Et puis, le groupe a pris la direction du Ponton pour un point historique sur la ville de Bellefontaine. Qui a été érigé en commune en 1951. Donc on a une petite cinquantaine d'années. Là on va bientôt vers les... Pardon, une petite soixantaine d'années. On va bientôt vers les 70 ans. L'occasion d'apprendre un peu sur le Torgiléo, ce bâtiment en forme de bateau. Le Torgiléo voit le jour dans un contexte, et là Raphaël Concept vraiment tient à le préciser, on a des fondations qui sont à l'époque en bambou. J'ai appris pas mal de choses et une belle histoire pour Bellefontaine avec Casse-Pilote, sachant que les départs ça n'a pas été super bien, sachant qu'il y avait des petites différences sociales qui ont fait que ça a été la guerre, mais finalement ça se finit bien parce que en 2018 je pense que c'est la paix. Et pour rester dans le thème du pescatourisme, les convives ont eu droit à un déjeuner à base des produits de la pêche Bellefontaine pour clôturer l'animation. Tout ceci pour un tarif de 40 € par personne. Voilà pour cette escapade à Bellefontaine. On poursuit ce journal avec votre rendez-vous, le JT des communes du samedi ce soir, direction la commune du Robert. Merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro du JT des communes. Vous le voyez, j'ai les pieds dans les Sargasses. Nous sommes au Robert, comme bon nombre de communes du littoral. Cette ville connaît une invasion de sargasses particulière en ce temps de carême. Nous en parlons d'ailleurs tout à l'heure. Nous verrons quelles sont les mesures qui sont prises dans cette ville pour lutter contre le phénomène. Nous irons aussi faire un tour à l'église Sainte-Rose de Lima, l'église du Robert avec son histoire. Et nous parlerons aussi au quartier Café d'une école qui possède un label éco-citoyen. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte à Terre-Robert. Un coup de projecteur maintenant sur l'école Couronne-Lourel, située au quartier Café au Vert-Pré, l'une des deux seules écoles de Martinique à posséder le label Éco-École. Un engagement citoyen qui commence dès les plus petites sections et les enfants semblent assez réceptifs, comme a pu le constater Loïc Rich. Des décorations fièrement affichées sur les murs de l'établissement, l'éco-école du petit quartier Café au Vert-Pré est un exemple du genre. Depuis 2 ans, les élèves sont impliqués dans les projets verts. On fait plus attention, on prend conscience de la pollution et on apprend à mieux connaître notre environnement. Il y a plusieurs acteurs qui viennent à l'école pour nous apprendre des choses, comment économiser l'eau, comment économiser dans la cuisine, l'écosystème. Cette année, on va travailler sur la biodiversité et on commence déjà un petit peu. Une attitude éco-citoyenne qui commence depuis les petites sections. L'objectif à long terme est de faire des élèves de véritables ambassadeurs de la démarche. Ils savent qu'ils ont pour mission justement d'apprendre un maximum concernant, en l'occurrence cette année, la biodiversité pour pouvoir transmettre à leurs parents et aux gens qui les entourent. Si l'école a été récompensée cette année, les efforts ont commencé bien avant. Les distinctions sont le fruit d'un travail de longue haleine. Depuis 2012, nous travaillons dans cette école le développement durable. Donc au début, c'était simplement au niveau du tri des déchets. Nous essayons de faire un petit peu attention à mettre les déchets n'importe où. Donc on a mis en place les bacs. Et puis petit à petit, on a voulu aller plus loin. Et on est entré dans une démarche, la démarche éco-école. Dans son écrin de verdure, l'école souhaite devenir un modèle pour les autres établissements de l'île. Seul le couvent de Cluny et donc les primaires de Café possèdent le label Éco-École pour l'instant en Martinique. Le Robert et son bord de mer, un point de vue magnifique malgré la présence des sargasses.
En arrière-plan, observez le clocher de l'église Sainte-Rose de Lima, c'est ainsi qu'on la nomme. Une église dont la toiture et le clocher ont été refaits en 1986. En période de carême, bien évidemment, tous les regards se tournent vers cette église de la commune. Voyons le reportage de Loïc Régis. Il est bien loin le temps où l'église du Robert était ravagée par les flammes. Au début des années 80, un incendie détruit une partie de l'édifice. Une histoire bien connue dans la commune. Il y a eu des gens qui sont montés pour pouvoir ôter de l'église des bancs. Je crois qu'il y avait un problème au niveau du circuit électrique et puis le feu a démarré dans le clocher. Puis on a pu résorber plus ou moins. Il y avait des dégâts, tout le clocher, comme c'était fait en bois, il y avait des dégâts, beaucoup de dégâts, c'est resté assez longtemps. Et puis après, le maire, c'est resté une année quand même, hein, avec tout le bois à terre. Définitivement rénové en 1986, le bâtiment se dresse aujourd'hui fièrement en plein bourg. En ce temps de carême, les fidèles sont bien présents. Une période importante pour la foi, un moment fort de la croyance catholique où l'on redouble d'efforts dans sa pratique. On prie, disons, plus abondamment. Et voilà, c'est plus puisque c'est le carême. Il faut respecter, parce que quand c'est pour fêter, et tout comme ça, la fête, les gens font la fête. Alors, comme il faut donner au moins 40 jours au Seigneur. Faire attention à nos paroles, nos critiques ces jours-ci, à être plus près de Dieu, en faisant peut-être des actes de foi. On est plus assidu à la prière et à la pratique, notamment du jeûne. Cela fait 3 ans que le père Percy officie dans la paroisse. Originaire du Ghana, il a appris le français au sein même de l'église. Durant ces 40 jours si particuliers, il n'a aucun mal à faire passer son message. Comme j'ai fait l'allusion avec une voiture. Vous avez une voiture, il y a un moment, on ramène la voiture pour la révision, pour voir les motos, pour voir des choses, les freins, et tout ça. Nous aussi, on a besoin pour notre foi. C'est le moment qu'on s'est dit, c'est le moment qu'on va voir vraiment qu'est-ce qu'on fait avec notre foi. C'est le moment de réconciliation, le moment de réparation avec nous-mêmes, avec le Seigneur, avec nos voisins aussi. L'église Sainte-Rose de Lima a été construite en 1743 en l'honneur de la sainte patronne de la commune. À l'origine, une chapelle existait déjà sur le site. On vous le disait au début, nous allons parler bien évidemment des sargasses, de l'invasion sargasse sur les côtes martiniquaises, notamment ça concerne toutes ces communes du littoral, précisément le Robert. Alors notre invité Serge Masséno, vous êtes je crois responsable de l'opération traitement on dira des sargasses sur la ville du Robert. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Concrètement, dès qu'il y a les sargasses qui arrivent en masse, on se met en action tout de suite. Donc, soit avec nos machines déjà, donc on procède aux enlèvements. Et quand il y en a vraiment trop, on fait appel à la sous-préfecture de Trinité. Justement, on a suivi l'une de vos équipes sur Pointe-Savane. On a vu les machines, les tractopelles en action. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Finalement, ici, dans cette commune du Robert, vous en avez fait une priorité. Parce qu'à une époque, on se rappelle, les gens étaient obligés de se réunir en groupe, en association. Des petits coups de main, voilà. Oui, voilà. Non, le maire, oui, le maire Alfred Montieu est très soucieux du devenir de la population et de sa sécurité. Donc, aussi, a fait ce qu'il fallait pour ramasser les sargasses. Et aussi, il interpelle les services de l'État afin de l'aider à avoir plus de moyens. C'est cela. Donc, on a vu un peu comment ça se passe du côté de Four-à-Chaud, Pontaléry. On a des populations qui sont quand même très exposées. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les services de l'État jouent le jeu avec vous, municipalité, notamment pour prendre en compte les effets que cela peut produire auprès des populations? Oui, tout à fait, puisqu'ils nous ont beaucoup aidés, puisque déjà, premièrement, ils ont alloué 300 000 euros, 280 000 euros exactement, il y a à peu près 2 ans, pour qu'on puisse acheter des machines. Donc on a fait l'acquisition avec ces fonds d'une pelle de 20 tonnes, d'une camionnette et d'un bobcat. D'accord. Et en plus de ces moyens, quand nous avons trop de sargasses,
nous refaisons appel et sur chaque opération, donc la préfecture paie 80% de la facture et la ville du Robert paie 20%. Justement, ces sargasses que vous ramassez sur le bord de mer, vous en faites quoi? On les stocke tout simplement sur un certain faute. On ne sait pas trop quoi en faire finalement. Non. L'État non plus alors, si on comprend bien. Sinon, il y a le CVIO qui existe, mais il préfère avoir des sargasses propres. Et pour l'instant, on n'arrive pas à récupérer de sargasses propres, sinon il faut aller prendre en mer. Donc elles sont polluées, donc on est obligé de les laisser, on les stocke tout simplement sur un téléphone. Est-ce que vous avez beaucoup de plaintes de riverains? On se rappelle au début, lorsque ce phénomène était apparu, la population s'était beaucoup manifestée. Aujourd'hui, on entend moins les gens. Mais par contre, ils nous sollicitent toujours autant. Ouais. Assurez-vous, ouais. D'accord. Ils appellent le maire, ils m'appellent. Et vous faites quoi alors finalement? Parce que lorsqu'on voit du côté de Pontaléry, Faux-Achon, on a quand même des habitations qui sont très proches, qui sont carrément les pieds dans l'eau. Les gens vivent à longueur de journée avec ces odeurs qui sont quand même très fortes. Est-ce que d'un point de vue de la santé, vous êtes sollicité aussi? Sur le point de vue de la santé, ils nous font remonter leurs gènes, leurs problèmes. Mais bon, nous travaillons avec les services de l'État, comme l'ARS, la DEAL. Donc, il y a des choses qui sont faites concrètement? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ça veut dire que les populations sont exposées carrément? Oui, on pense bien qu'elles sont exposées, puisque si les appareils électroménagers tombent en panne, on se demande bien quel est l'impact sur leur corps humain. Le Robert est une ville où il y a un certain nombre de marins pêcheurs. C'est une activité aussi qui connaît quelques difficultés, en plus de la houle, on va dire. Oui, tout à fait, puisque les marins pêcheurs ont des difficultés à s'acheminer entre leurs bateaux et chez eux, et à redescendre aussi. Donc c'est vrai que c'est une difficulté, puisque ça peut mettre aussi les moteurs en panne, même les boulets. Donc c'est une problématique aussi. Très bien. Cette opération que vous avez lancée, elle est sur le terrain. Elle va durer combien de temps? On n'en sait rien. Tant qu'il y aura des sargasses et puis tant qu'il y aura des fonds surtout. Des moyens financiers. D'accord. Mais sinon, au niveau de la municipalité, on voit bien qu'il y a on en fait une priorité, en tout cas, au niveau de votre crédibilité. Oui, tout à fait. C'est ça. Le maire Alfred Montieu en est très soucieux. C'est ça. Donc, durant tout ce mois, les prochaines semaines, vous avez prévu de vous attaquer à d'autres secteurs? Si, dès aujourd'hui, Pontaléry, et puis renforcer Pointe-Savane dès lundi. Donc on a encore 2 autres machines qui arrivent. Comment ça se choisit? On choisit le site en fonction de quoi? En fonction de la densité, en termes de résidence, d'habitation? De densité de sargasses et puis de population. Ouais. Oui, c'est bien sûr, parce que si la population est exposée, elle est occasionnée par cette gêne, donc ils nous interpellent, donc on est obligé de les enlever. Très bien. Merci, Monsieur Masséno. En tout cas, on imagine que vous avez encore beaucoup de travail. On va vous libérer et puis on espère que vous allez pouvoir poursuivre l'effort tant qu'il y aura, d'après ce qu'on a compris, tant qu'il y aura des moyens, c'est ça? Tant qu'il y aura des moyens et tant qu'il y aura des sargasses. Voilà. Très bien. Okay. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On vous retrouve la semaine prochaine dans d'autres lieux pour d'autres aventures. Passez une agréable soirée sur ATV. Merci Hubert Bornil et à toute l'équipe du JT des communes pour cette nouvelle épisode du JT des communes qui était consacré au Robert et notamment au phénomène des algues de sargasses. C'est l'heure de retrouver votre journal des sports. Le sport, et on débute avec l'Open de karaté de la Caraïbe qui a débuté cet après-midi et qui se poursuit encore ce soir. Je vous le disais en titre, la Martinique s'est illustrée brillamment en se positionnant notamment en haut du classement dans plusieurs catégories. Nous avons suivi une jeune Martiniquaise, Alizée Miller, qui s'est inclinée en finale face à une combattante corse. Elle s'appelle Laetitia Ferracci. Le résumé de José Lechartier.
Alizée a 17 ans. Depuis 2005, elle pratique le karaté à l'Okinawate Tropic Club. Plusieurs fois championne de Martinique, 3e individuelle à l'Open de France à Orléans. Aujourd'hui, elle était confrontée à la Corse Laetitia Ferracci, championne de France de kata. Consciente de cette différence, elle ne s'est pas laissée décourager. C'est une championne de France, donc je le savais comme je la connais. Elle est plus grande que moi en âge, donc voilà, je me suis amusée, je me suis lâchée. Voilà, je suis très contente d'être tombée contre elle parce que ça monte le niveau et voilà, je suis contente. On a un style différent, donc moi je suis Shotokan, elle est des Shitoryu. Elle a beaucoup de tonacité, elle est très très vive, elle a beaucoup d'équilibre, donc il me reste à travailler ça et un jour peut-être je la battrai. Battre Laetitia nécessite de longues heures d'entraînement. Pour le coach, si Alizée n'a pu vaincre la championne en titre, elle s'est tout de même bien défendue. Laetitia Ferracci fait partie des valeurs de métropole de l'équipe de France. Donc pour aller neutraliser départementale, régionale, nationale, on va dire, c'était un petit peu difficile. Mais c'était une belle confrontation. Si Laetitia s'est illustrée comme à son habitude, elle a tout de même eu certaines inquiétudes à l'approche de la confrontation. J'ai quand même eu beaucoup d'appréhension parce que je reviens d'une grosse blessure. J'ai arrêté le karaté pendant 10 mois. Donc j'avais beaucoup d'appréhension de savoir si j'allais être bien, comment j'allais me sentir. Donc ça me fait vraiment plaisir quand même d'être là. Je l'ai trouvée d'un très bon niveau, je la connaissais déjà un peu d'avant. Et non, c'est vrai qu'elle a un très très bon niveau et j'ai été très contente de partager cette finale avec elle. À la suite des finales, Eliane Glondu, entraîneur de la section kata, tire un bilan plutôt positif. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans toutes les finales. On fait pratiquement 4 podiums, enfin, on est sur tous les podiums et on a 4 premiers sur les 8 catégories représentées. Donc je sais que grâce au kata, je pense qu'on va pouvoir sauver nos points pour la sélection Martinique. J'espère que les combattants pourront faire pareil. Mais nous, on a joué notre rôle. Pratiquement tous nos sélectionnés sont sur le podium, à quelques exceptions près. Donc je suis très contente et très fière de nos résultats. En ce moment se déroulent les combats. Nous reviendrons sur les résultats demain. On poursuit ce journal des sports avec le résumé du reste de l'actualité sportive préparée par José Le Chertier et Carrie Chassal. Lucie et Charles-Édouard sont vice-champions de France de Krav Maga dans la catégorie cadet. Un titre glané lors d'une compétition qui s'est disputée au stade de Coubertin à Paris le 11 février dernier. Sur le coup, ça me fait bizarre parce que j'avais pas eu l'habitude d'avoir un, on va dire, grade un peu aussi haut. Mais après, c'est plus mes amis qui ne veulent plus forcément me parler parce qu'ils ont peur de moi après. Mais sinon, c'est impressionnant. Mon objectif, c'est d'être militaire, donc si je pouvais rester sur ce genre de sport, ça m'arrange. Quand on était à la compétition, au début, j'étais stressé parce que je ne connais pas, c'est tout nouveau pour moi, etc. Et il y a eu Tony, notre entraîneur, qui nous a donné cette motivation et nous a appris à ne pas baisser les bras. Donc j'ai fermé les yeux et je suis allé. Ce titre, ils le doivent à la qualité de l'enseignement d'Antonio, ancien moniteur commando. Il pratique le sport de combat depuis près de 47 ans. Ceinture noire, 3e dan de la Fédération internationale du Krav Maga et discipline associée. Ceinture noire, 3e degré de l'Universal Krav Maga formation et instructeur level 1. Ceinture noire, 1er dan israélien depuis 2010. Avant d'y aller, ils ont eu quand même 4 mois d'entraînement et 4 mois intenses. Au départ, ils n'y ont pas cru. Et au fur et à mesure de l'entraînement, je leur ai montré les valeurs qu'ils avaient, la possibilité qu'ils pouvaient réussir. Et je peux vous dire qu'en arrivant au championnat, ils étaient déterminés parce que l'entraînement, la confiance, le stress, ils ont su maîtriser tous ces domaines de façon à arriver en finale. La formation de Lucie et Charles-Édouard continue. Prochaine grosse échéance, les championnats d'Europe. Sport collectif en football, hier soir, en ouverture de la 6e journée du championnat de R1 Trophée Gérard Janvion, le Golden Lion en rouge était opposé à l'Aiglon du Lamentin. Si à l'entame du match, les Lamentinois tentent de mettre en place leur système de jeu, cette erreur de leur portier permet au Golden Lion d'ouvrir la marque sur sa première occasion. Parsemé en embuscade, effectue une passe en retrait. Erel ouvre le score qui marque pour le compte de ses couleurs à la 45e. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, la riposte ne se fait pas attendre. Yorick Désiré égalise à la 48e minute. Déterminés à occuper la tête du classement, les Joséphins haussent leur niveau de jeu. Ils sont logiquement récompensés à la 74e minute par ce but de José Goron. Ce soir, on a quand même rencontré une très bonne équipe de l'Aiglon qui nous a proposé du jeu et qui nous a donné une belle... on va dire ils ont été difficiles à jouer. Donc
La victoire, on va retenir la victoire ce soir et c'est l'essentiel. Le Golden Lion s'impose sur le score de 2-1. Outre cette victoire Joséphine, notons celle du club Colonial aux dépens de la JS Eucalyptus 3-1, du New Star face au Good Luck 2-1, du CS Caspilote face au RC Saint-Joseph 1-0. En ce moment de match clôture, cette 16e journée de R1, nous y reviendrons demain. Sport collectif toujours, en handball masculin, la première demi-finale de la Coupe de Martinique a eu lieu hier soir à Rivière-Salée. L'USC Citron a logiquement disposé du TS franciscain 28-22. Ce soir, à partir de 20h, la rencontre féminine opposera l'Arsenal du Robert au réveil sportif. Chez les hommes, à partir de 21h30, rencontre au sommet entre les champions en titre, les Drôles de Gondo, et le réveil sportif. En basket, un match s'est tenu hier soir dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de Martinique. Le basketball club samaritain s'est incliné 62-68 face au Ducosset. Suite des rencontres ce soir à partir de 20h. Voilà, c'est la fin de votre tranche info. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Une journée de sensibilisation sur les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Ce matin, l'AMSES, l'association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé en Martinique, a lancé une alerte sur les conséquences pour les fœtus et les femmes enceintes. Nous étions notamment sur l'actualité sociale avec ce conflit au parc naturel de Martinique. Va-t-il reprendre? 2 syndicats ont donné une conférence de presse ce matin pour dénoncer le non-respect du protocole d'accord signé en décembre 2017. Bellefontaine mise sur la proximité pour attirer des visiteurs chaque samedi et ce jusqu'au 31 mars. Le coup de scène, une technique de pêche traditionnelle, est présenté aux touristes. Et puis en sport, on est revenu notamment sur l'Open de Caraïbes de karaté avec les Martiniquais qui se hissent aux têtes du classement des médailles, une compétition qui est toujours en cours au stade Louis Achille de Fort-de-France. À suivre la météo de Roxane, suivie à 20h de votre émission The Voice. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle tranche info. Merci de votre fidélité.